Alors, moi, ce qui m'intéressait dans la discussion, et ça a été soulevé dès les premières questions qui ont été posées, c'est-à-dire, est-ce que la question du bonheur, est-ce que le mot bonheur est le terme le plus approprié pour l'histoire de l'école? C'est-à-dire, est-ce que l'école doit être, enfin, je veux dire, le titre de la réunion d'aujourd'hui, c'est est-ce que l'école doit rendre les gens heureux? Bon, donc on appelle au bonheur, d'autres appellent à l'épanouissement, d'autres au bien-être. Bon, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est bon? Et quelle est la place? C'est-à-dire, est-ce que c'est la vertu majeure, maximale, c'est-à-dire c'est l'objectif numéro un d'un système d'éducation, c'est de rendre les gens heureux, point? Ou est-ce que, je veux dire, tout se passe mieux si les gens vont bien, enfin, et sont dans de bonnes relations les uns avec les autres, etc. Là, c'est quelque chose qui est important à élucider. Et en fait, si vous voulez, quand vous regardez les grandes théories, enfin, je veux dire, pédagogiques, on a commencé par Rabelais, avec l'abbaye de Thélème, où le mot d'ordre, c'est « fais ce que voudra, fais ce que voudra ». C'est-à-dire, c'est pas « sois heureux », c'est tu as les possibilités de faire, d'agir et de réaliser ce que tu veux. C'est pas du tout la même chose que la notion de bonheur. C'est pas non plus la question de bien-être, c'est la question d'une certaine liberté qui permet d'accomplir un certain nombre de choses, d'actions, etc. Bon. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que enfin, si vous voulez, la question du bonheur et d'être heureux, c'est absolument pas au centre du système scolaire français, ça on le sait, on l'a vu plein de fois, etc. Mais en même temps, c'est assez difficile aussi d'en faire un objectif et une valeur clé du système scolaire français, du système scolaire, de n'importe quel système scolaire en général, et il n'y en a aucun qui le mette dans ce truc-là, dans la mesure où les fonctions d'un système scolaire, elles sont toujours complexes. C'est-à-dire que plusieurs questions au début, là, dans le tour de table enfin, qu'on avait fait, on dit qu'est-ce que l'école doit faire? Est-ce que on doit former à des métiers ou rendre aux gens, les gens heureux? Bon, c'est une vision. Bon, il est évident qu'une école, elle doit, enfin, d'une certaine façon, rendre les gens capables d'exercer des métiers. Ça ne veut pas dire les former à un métier particulier, mais elle doit favoriser la fabrication et l'acquisition de connaissances qui rendent les gens disponibles et actifs et compétents sur le marché du travail. Donc c'est très compliqué, enfin, je veux dire, les fonctions réelles d'un système d'éducation. Mais ce que je crois, c'est que, je trouve que ça a été assez bien décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que la question n'est pas de fabriquer, de donner comme objectif à l'école le fait de rendre les gens heureux, mais beaucoup plus de développer, de les rendre capables de développer tout un ensemble de compétences et d'initiatives dans un climat qui ne soit pas malheureux, et dans un climat qui soit stimulant, et dans un climat collectif qui leur permet de ne pas venir à l'école la boule au ventre. Bon, et ça, je veux dire, les façons de le créer, ben, on les connaît, c'est un travail plus coopératif, c'est moins de stigmatisation, c'est moins d'écart entre les grands et les faibles, etc. Et ça, je crois qu'on l'a vu. Alors, pour reprendre un certain nombre de questions qui avaient été posées et que vous aviez posées, qu'est-ce qui change et est-ce que je veux dire, on prend acte, enfin, je veux dire, par quoi se traduit le fait que de nouveaux objectifs soient donnés, etc. Bon, là, on peut être assez sceptique, c'est-à-dire que PISA, les évaluations de PISA datent de 2000, hein, les premières de 2000, donc 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015. Bon. Et à chaque fois, la France, le niveau moyen baisse et les écarts entre les forts et les faibles augmentent. Bon. Donc, si vous voulez, c'est assez inquiétant parce que ça veut dire que tout le monde s'en fout. Et en particulier, ce qui est intéressant dans les comparaisons internationales, c'est qu'il y a eu des pays qui ont été très mal notés, et encore plus mal notés que nous. L'Allemagne, en particulier dans les années 2000 et 2003. La Pologne,
qui était vraiment très très bien placée. Bon, et ben, elles ont fait des efforts considérables et en même temps ont amélioré les deux dimensions fondamentales, c'est-à-dire l'élévation moyenne du niveau moyen et en même temps la réduction des écarts. La France, rien. Je veux dire, les résultats de PISA donnent lieu à des journaux télévisés scandaleux, etc., bon, pendant une semaine, et après, on n'en parle plus. Et il n'y a plus aucune réaction, aucune attitude, enfin, je veux dire, bon, aucune mesure de correction. Donc ça, c'est quand même tout à fait important. Alors, donc ça, je voulais dire, mais je voulais aussi, enfin, pas nécessairement pour finir sur une note heureuse, mais donner un peu la place à la poésie. Alors, il y a un poème qui a été écrit en 1945, et dont l'auteur est assez connu, qui s'appelle Jacques Prévert. Et ça s'appelle Le Cancre. Et alors, à la lumière de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense que c'est très intéressant de l'écouter. Parce que vous allez voir qu'il nous parle réellement de ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, Le Cancre, il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, et il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tous les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur. Bon. Il dessine le visage du bonheur. Bon, donc c'est assez intéressant qu'en 1945, un poète montre que devenir heureux à l'école implique qu'on détruise finalement tout le tableau noir, etc. Enfin, c'est symbolique, hein, je veux dire, c'est de la poésie, mais c'est quand même assez intéressant pour montrer que le mal vient de loin. Enfin, je veux dire, et on n'a pas fini, je veux dire, d'en discuter avec lui. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on a pu marquer des limites. C'est-à-dire qu'on a vu, si vous voulez, enfin, les deux premiers exposés ont montré, je veux dire, des pédagogies dont le but explicite, je veux dire, est d'introduire justement le bien-être, le bonheur, etc. Et la question pourquoi, eh ben, je pense que l'afflux que vous avez dans vos stages et l'afflux je veux dire, de demandeurs d'inscription, de parents d'élèves et d'élèves, je veux dire, qui viennent vers vous, c'est dû au fait que l'éducation nationale ne se réforme pas et que c'est de plus en plus dur et qu'il y a un certain nombre de choses dans la réalité sociale et scolaire de l'école qui ne convient plus du tout, je veux dire, à l'époque et aux tendances et aux appels d'un certain nombre, enfin, je veux dire, des comportements actuels. Bon, et ça, c'est quand même très très inquiétant quand on est attaché, je veux dire, au système public. Bon. Et il y a aussi, de plus en plus, c'est important aussi à signaler, les statistiques là le disent aussi, énormément de transferts aujourd'hui du public vers l'école privée. Et l'école privée étant considérée comme étant la possibilité aussi de concilier une sorte d'équilibre entre le bien-être des élèves, le respect des élèves, etc., et la qualité de l'éducation. Et là, je pense que c'est des choses très importantes, et c'est des signaux d'alerte, quoi. Et c'est des signaux d'alerte qui doivent être entendus. Alors, est-ce qu'ils doivent être entendus en haut lieu? On peut en douter parce qu'en haut lieu, on n'entend plus rien, on est trop haut. Mais par contre, à la base, c'est-à-dire que je pense que toutes les ressources, si vous voulez, des méthodes actives dont on dispose et qui ont été bien expliquées aujourd'hui avec ces principes, bon, en gros, je veux dire, Freinet au cube, enfin, je veux dire, non, mais toutes ces méthodes de coopération, de production, qui consistent à transformer le rapport pédagogique en rapport plus horizontal, d'équipe tournée vers la réalisation d'un même objectif, et en même temps d'un objectif qui soit concret, qui soit transmissible, qui soit visible à tout un ensemble de personnes étrangères à ce milieu-là, c'est extrêmement important. Bon, et ça, je pense que c'est des leçons qu'il faut entendre, et que aussi c'est de plus en plus, enfin, je veux dire, difficile pour les enseignants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été raté dans notre pays,
ça a été l'élargissement de la base scolaire, c'est-à-dire que tant que, je veux dire, les lycées, enfin les enseignements secondaires étaient réservés à l'élite sociale, etc., tout allait bien, mais dès l'instant que le collège a ouvert à tout un ensemble de publics originaires de milieux sociaux différents et populaires, je veux dire, le système n'a pas pu réellement s'adapter. Et ça, c'est des choses qu'on signale, que tous les sociologues dénoncent depuis un certain temps et qui sont très rarement écoutés. Voilà. Et donc ça, c'est des choses graves. Mais par contre, moi, je n'ai absolument pas désespéré, je ne désespère absolument pas de l'action à la base. C'est-à-dire de toutes les ressources qui existent, je veux dire, au niveau local, dans les écoles, dans les équipes pédagogiques, etc., pour faire en sorte qu'un certain nombre de ces méthodes-là soient appliquées. Et mieux vaut faire ça que rien. Merci beaucoup, Monsieur Bollot. On va terminer sur cette note positive.